Le cri d'un goéland sur la côte, c'est un peu la bande-son de nos étés, non? L'image du port de pêche et, avouons-le, peut-être le souvenir d'une frite qu'on s'est fait piquer. Mais si je vous disais que derrière cet oiseau, qui nous semble si commun, se cache en fait un paradoxe écologique assez dingue. Une histoire qui, en réalité, parle beaucoup plus de nous que de lui. Ça nous est tous déjà arrivé. On est dans un jardin, sur la plage, on voit un oiseau, on se dit «Ah oui, je sais ce que c'est», mais en est-on vraiment, vraiment sûr? Identifier les oiseaux, même ceux qu'on pense connaître par cœur, c'est souvent plus compliqué qu'il n'y paraît. Tenez, un exemple tout bête, la mésange charbonnière et la mésange bleue. Elles se ressemblent, on les voit aux mêmes endroits, mais il y a un détail qui change tout, la couleur de la tête. Noir pour l'une, bleu pour l'autre. Là c'est simple, non? Un seul critère, et hop, le doute est levé. Sauf que, pour notre fameux goéland, les choses sont loin, mais alors très loin d'être aussi simples. Son histoire, c'est pas juste une question de savoir si c'est lui ou son cousin. Non, c'est une véritable saga écologique qui s'est jouée juste sous nos yeux. Alors, première étape, mettons un peu d'ordre dans tout ça. De qui parle-t-on exactement quand on dit un goéland? Bon, déjà, le truc à savoir, c'est que la plupart du temps, on fait la confusion entre deux oiseaux, la mouette et le goéland. Le plus évident, c'est la taille. Le goéland est beaucoup plus costaud. Après, il y a le bec, fin et tout rouge pour la mouette, plus large et jaune avec cette fameuse tache rouge pour le goéland. Et puis tendez l'oreille, le cri de la mouette est assez aigu, alors que celui du goéland est bien plus grave, plus rauque. Mais l'histoire se complique encore un peu, parce que goéland, en fait, c'est un terme un peu fourre-tout. Rien que sur le territoire français, il y en a 9 espèces différentes. 9. Heureusement, pour nous simplifier la vie, sur nos côtes, on en croise surtout 2. Alors, comment on fait la différence entre nos deux vedettes, le goéland argenté et le goéland leucophée? Eh bien, en fait, c'est presque aussi facile que pour nos mésanges de tout à l'heure. Il suffit de baisser les yeux et de regarder la couleur des pattes. L'argenté a les pattes roses. Le leucophée, lui, le fameux gabian du Sud, il a les pattes jaunes. Voilà, c'est le détail qui change tout. Ok, maintenant qu'on sait de qui on parle, on peut attaquer le cœur du paradoxe. Comment cet oiseau, qui était presque en train de disparaître au début du XXe siècle, est devenu le nuisible que certaines villes essaient de chasser? Cette phrase de naturaliste, elle résume absolument tout. Cette explosion du nombre de goélands, elle n'a rien de naturel. En fait, c'est nous qui, sans vraiment le vouloir, avons créé un monde parfait pour qu'il se multiplie. Cette chronologie, elle est hyper parlante. Au début du XXe, l'espèce est super rare. Et puis, dans les années 70-80, bim, ça explose littéralement. On atteint un pic dans les années 90, mais attention, regardez la fin. Depuis les années 2000, quelque chose est en train de changer. Alors, c'était quoi le carburant de cette fusée démographique? Eh bien, la réponse est là, et elle est sans appel. Pour la moitié, c'était nos décharges à ciel ouvert. Un gigantesque buffet à volonté, ouvert 24/7. Si on ajoute les rejets des bateaux de pêche et les toits de nos villes, super sûrs pour faire son nid, on a la recette parfaite d'un paradis artificiel qu'on a nous-mêmes bâti pour eux. Et forcément, qui dit surpopulation dans un environnement qui n'est pas fait pour, dit tension. Cette cohabitation un peu forcée a logiquement mené à des conflits. Ce témoignage d'un habitant de Marseille, il est assez fort. On sent le ras-le-bol, le bruit, les saletés et parfois même un côté un peu agressif quand ils protègent leurs petits. Pour certains, c'est devenu vraiment invivable. Il y a ce sentiment de ne plus être chez soi. Face à cette situation, l'humain a, comme souvent, sorti l'artillerie lourde. On a développé tout un arsenal de méthodes pour essayer de les contrôler. Ça va de systèmes sonores ou lumineux pour leur faire peur, à des barrières physiques comme les pics ou les filets. Et puis il y a des méthodes plus directes, et aussi plus controversées. La fauconnerie, par exemple. Sur des grands sites industriels, on fait appel à des fauconniers. Le but, c'est pas tant de tuer des goélands, même si ça peut arriver, c'est surtout de créer un climat d'insécurité permanent pour les convaincre d'aller s'installer un peu plus loin. L'autre méthode radicale, c'est la stérilisation des œufs. C'est un sacré boulot. Il faut repérer les nids, puis enduire chaque œuf d'un produit qui va le rendre hermétique et stopper le développement. Le truc, c'est que les parents, eux, ne s'en rendent pas compte. Ils continuent de couver jusqu'à ce qu'il soit trop tard dans la saison pour essayer de faire une nouvelle nichée. C'est une intervention lourde et très encadrée par la loi, évidemment. Et c'est là, précisément à ce moment-là, que notre histoire prend un virage à 180 degrés. Parce que pendant qu'on se bat contre les goélands dans les villes, un drame silencieux est en train de se jouer dans leur milieu naturel. Quand on lit ce cri d'alarme de l'association Bretagne Vivante, on se frotte les yeux. En danger, les goélands, les mêmes qui nous empêchent de dormir sur les côtes? Eh oui. C'est là tout le paradoxe. Voilà le goéland dans son décor de carte postale, les falaises, les côtes sauvages. Et c'est justement là, loin de nos poubelles et de nos villes,
que leur population s'effondre. C'est incroyable. L'oiseau qui a conquis nos toits est en train de perdre pied sur son propre territoire. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Regardez le cas du goéland brun en Bretagne. En seulement 20 ans, la population de couples nicheurs a été plus que divisée par 2. On est passé de plus de 21 000 couples à moins de 10 000. C'est une chute absolument vertigineuse. Et l'ironie de l'histoire, elle est presque cruelle. La cause de cet effondrement, c'est la même que celle qui avait provoqué leur explosion. Nous et nos déchets. En fermant, à juste titre bien sûr, les décharges à ciel ouvert, on a tout simplement coupé le robinet de nourriture qui maintenait ces populations à un niveau complètement artificiel. Finalement, toute cette histoire compliquée, elle nous renvoie directement à nous-mêmes. Le goéland, c'est devenu une sorte de miroir de nos propres excès, de nos changements de société, de notre impact sur tout ce qui nous entoure. Et ce déclin, ce n'est plus juste une observation de terrain, c'est devenu officiel. 2 des 3 espèces les plus communes en Bretagne sont maintenant sur la liste rouge régionale avec le statut d'espèces vulnérables. Et ça veut dire que le risque de les voir disparaître de nos côtes est bien réel. Alors, au final, comment on doit le voir, ce goéland ? Comme un nuisible qu'on a nous-mêmes fabriqué de toutes pièces ? Comme un voisin un peu bruyant avec qui il faut bien apprendre à vivre ? Ou comme la victime de notre propre monde qui change à toute vitesse ? La réponse, elle n'est sans doute pas simple, et elle se trouve probablement un peu dans chacune de ces questions.